Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Invité du jour. Mesdames et messieurs, la RDC, notre pays, continue de faire face à des défis importants en matière de santé maternelle parce que d'après les estimations, près de 19 000 femmes meurent chaque année des causes liées à des grossesses et on se pose la question pourquoi et quels sont les facteurs explicatifs de ces décès. On en parle tout à l'heure avec le docteur Émile à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci madame. Nous sommes heureux de vous avoir sur notre plateau d'invité du jour. Merci. Alors, nous parlons des décès maternels aujourd'hui. Quelles sont les causes de ces décès? Madame, merci pour la question. Les causes sont très nombreuses, mais il a été recensé 3 groupes de causes. La toute première qui fait beaucoup de décès, c'est les hémorragies. Les hémorragies, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit à la fin de la grossesse, juste après l'accouchement. Ça, c'est la cause qui prend presque 40% des cas, donc 39,6, c'est presque 40. Et la deuxième cause, le deuxième groupe de causes, c'est les hypertensions au cours de la grossesse. Et ce deuxième groupe prend à lui seul presque 21%, donc 20,6 aussi. Et le troisième groupe de causes, ce sont les infections, les maladies qui accompagnent la femme au cours de la grossesse. Alors, et ces causes sont-elles liées à la femme ou au poids de l'enfant ou bien aux structures sanitaires? Voilà, la responsabilité, elle est partagée. Il y a les causes qui sont liées à la femme elle-même. Donc, une femme qui a par exemple un trouble de saignement et qui devient de surcroît enceinte, lors de l'accouchement, au lieu que le saignement soit normal de 500 centilitres, de 500 cc, le saignement ira au-delà, ce qui peut aussi acheminer la femme. Les causes, ça peut être aussi les fruits de conception, donc les bébés qui portent l'enfant, et plutôt la maman, il peut être un peu plus grand que sa voie de sortie. Et qu'en sortant, il peut léser la maman et puis entraîner un saignement. Et il y a les causes aussi qui sont liées à la mauvaise prise en charge. Une personne qui est enceinte, qui ne suit pas la CPN, qui ne se fait pas connaître, qui ne fait pas les examens comme il se doit. Et cette femme peut aussi connaître des complications et voire même mourir lors de l'accouchement. Mais il y a aussi des causes supplémentaires. Vous voyez, quand on parle du décès maternel, on ne voit pas seulement la femme qui meurt en accouchant ou dans les 42 jours, parce que le décès maternel considère toutes les femmes du début de la grossesse jusqu'à sa terminaison et même 42 jours après la terminaison de la grossesse. Alors, il y a aussi des causes liées à la femme elle-même, comme actuellement, il y a des femmes qui conçoivent et qui ne veulent pas de leur grossesse. Elle a conçu, je ne sais pas, par accident ou comment, et elle ne veut pas continuer avec cette grossesse, elle veut que la grossesse s'arrête. Les avortements aussi font partie des causes de décès maternels. Les avortements provoqués, vous voulez dire? Tous les avortements d'une manière générale. Les avortements provoqués qu'on appelle aussi interruption volontaire de grossesse sont aussi pour beaucoup dans les décès maternels parce que la femme qui veut à tout prix arrêter sa grossesse, elle peut prendre en même temps un produit connu, médical, elle peut prendre aussi un produit traditionnel en même temps et l'association de ces produits peut endommager le rein, le cœur et tout. Et surtout puis, les femmes qui font des automédications. Oui, oui, l'automédication aussi. Et en dehors de ça, il y a aussi les avortements spontanés. Et là, c'est lié à beaucoup de causes. Il y a aussi l'intolérance du corps face aux produits, au matériel génétique de l'homme. Parce que la grossesse est faite plutôt de 2 parties. La partie que la femme elle-même donne, cette partie, la femme la tolère. Le corps de la femme la tolère. La partie que l'homme donne, c'est un corps étranger pour la femme. Et le corps de la femme est censé diminuer de moitié
sa défense, pour tolérer, arriver à accepter le matériel génétique qui vient de quelqu'un d'autre. Et si le corps n'arrive pas à diminuer de moitié sa défense, il est censé l'expulser. C'est pourquoi il y a de ces femmes qui se réveillent le matin bien, et puis dans les après-midi, elles se rendent compte qu'elle est en train de saigner et que c'est l'avortement qui a lieu. Alors, généralement, on entend parler de... parmi les causes récurrentes, il y a aussi la tension artérielle. Vous avez tout à l'heure, vous avez dit d'ailleurs, vous avez parlé de ça. Mais pourquoi, je ne sais pas, pourquoi généralement cette cause? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Parce que Jackie, normalement, je n'ai pas de problème de tension. Et subitement, pendant l'accouchement, il y a des problèmes subits de tension. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Voilà, la tension, elle est liée, il y a des tensions qui sont liées à la grossesse elle-même. Donc, lors de l'implantation, quand il y a fusion de deux matériels génétiques, celui de l'homme et de la femme, il faut que la grossesse s'implante. Alors, la grossesse développe, il y a des veines qui se développent au même moment. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Alors, ces veines peuvent mal se développer et puis entraîner une élévation du chiffre tensionnel. Alors, nous sommes dans un pays où les structures sanitaires sont très peu développées. Alors, quelles sont les conséquences si la mère mourait pendant l'accouchement? Parce qu'on dit toujours que le premier lait que la femme fait couler, le lait jaunâtre, est très important pour l'enfant. Et voilà, la maman meurt et le bébé reste. Quelles sont les conséquences? Chez le bébé, oui. Chez les bébés, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de conséquences. C'est que c'est un enfant d'abord qui a du mal à grandir parce qu'il n'aura pas le cutus normal, la concentration des globules blancs qu'il est censé avoir de la part de sa maman. Alors, aucun lait ne répond comme le lait maternel. Alors, c'est un enfant qui aura manque de globules blancs, c'est un enfant qui aura du mal à avoir l'affection d'abord maternelle, c'est un enfant qui aura un peu de douleur dans la vie. L'affection maternelle se définit déjà le premier jour? Oui, 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 oui. C'est le jour même que l'enfant connaît sa maman et la maman connaît aussi l'enfant. Parce que quand vous mettez au monde, vous ne connaissez pas... On peut vous avoir dit que c'est un garçon et puis vous vous rendez compte que c'est une fille ou le contraire. Alors c'est la maman qui connaît son bébé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le bébé connaît sa maman au même moment. Alors, c'est ces instants-là qui sont de meilleurs instants, des instants qui lient pour l'éternité les enfants à leurs parents. Et l'enfant qui ne traverse pas ces moments-là, il aura quand même de petits problèmes dans la vie. Est-ce que le fait que l'enfant n'a pas pu boire le premier lait jaunâtre de sa maman, est-ce que ça peut aussi impacter sur son intelligence? Oui, ça peut impacter sur son intelligence parce que le tout premier lait qu'on appelle le colostrum, il est composé de protéines essentielles pour que l'enfant ait un bon développement nerveux. Or, ce sont les nerfs qui conduisent les informations qu'on donne à la télé ou que nous apprenons à l'école. Ce sont les nerfs qui les conduisent vers le cerveau. Alors, un enfant comme ça, il a toujours des problèmes à surmonter, oui. Alors, est-ce que le fait de suivre toutes les consultations prénatales est une garantie pour avoir un bon accouchement? Oui. D'une manière générale, je peux dire même à 90%, parce que même les accouchements compliqués, nous les détectons au cours des consultations prénatales. On peut même dire à une femme qui a un très gros bébé pour lui dire que votre enfant, avec la voix basse, ça n'ira pas et on peut lui proposer une césarienne, on peut proposer une autre méthode d'accouchement lors de ces peines. Alors, pour une femme qui ne vient pas à la CPN, ça va être difficile que l'on découvre cette anomalie bien avant et ça va être peut-être lors de l'accouchement quand la femme traîne et n'accouche pas, on commence à chercher alors d'autres causes. Pourquoi elle ne s'est pas accouchée et on se rend compte que on intervient en retard, soit on perd la femme, soit on perd l'enfant.
Oui. Alors, toutes les méthodes d'accouchement se définissent pendant les consultations prénatales. Oui. Donc, c'est très important vraiment de faire toutes ces consultations prénatales parce que beaucoup de mamans, en tout cas, négligent ça. Négligent ça. Elles ne trouvent pas plutôt de l'intérêt. Ouais, mais c'est une pratique à décourager. C'est une pratique à décourager parce que c'est chaque grossesse, même si vous avez déjà eu 8 accouchements et que vous êtes, 8 grossesses plutôt, et que vous êtes à la 9e grossesse, chaque grossesse est unique, est vraiment unique. C'est pas comme vous êtes bien accouché pour la première fois que vous pouvez le faire à la 8e, à la 7e fois, c'est compliqué. Chaque grossesse est unique vraiment. Chaque grossesse est unique. Je comprends maintenant parce que dans certains hôpitaux, si une femme venait pour accoucher, la première question qu'on pose, est-ce que tu as suivi toutes les consultations prénatales chez nous? Généralement, si la femme dit non, eh bien, le centre refuse de faire accoucher cette femme. Oui, je ne trouve pas que c'est mauvais, c'est bon, mais si on trouve que la femme peut s'accoucher dans les mauvaises conditions, on va l'assister. Pourquoi on pose cette question? Parce qu'en fait, on a devant nous une femme que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a vraiment dans son sein, comment ça va sortir. En fait, la CPN n'a pas seulement le but de connaître la femme, mais de connaître comment elle évolue. Alors, une femme qui a évolué ailleurs, on ne la connaît pas. On a devant nous toutes les éventualités. On ne sait pas, elle va s'accoucher bien, elle va traîner, ses voies génitales sont comment, et on est devant une femme qu'on vient de connaître à l'immédiat. Il faut une étude vraiment, je peux dire, rapide pour arriver à comprendre. Mais pour une femme qui suit la CPN, c'est une femme qu'on connaît, on connaît son état, on connaît son groupe sanguin. Elle peut même tomber en choc sans parler. On vérifie dans son dossier, on trouve qu'elle est par exemple du groupe A, on cherche directement le sang sans qu'elle parle. Mais pour une femme qui arrive qu'on ne connaît pas, on doit recommencer les examens alors qu'il est temps d'intervenir, mais on fait d'abord les examens. Ça aussi, ça complique un peu l'évolution des cas. Et surtout avec le groupe sanguin, beaucoup de femmes ne connaissent pas leur groupe. C'est ça le problème. Mais bon, pas seulement, c'est parce qu'on ne peut pas également seulement attribuer la faute aux femmes, et également le manque de compétences du personnel soignant. Oui. Ici, la responsabilité, elle est pour tout le monde. Elle touche les autorités, elle touche peut-être, vous le faites, mais il y a d'autres chaînes qui ne le font pas. Elle touche le journalisme, elle touche le corps soignant, elle touche la femme, elle touche l'homme. Parce qu'il y a aujourd'hui des femmes qui meurent parce qu'il n'y a pas 1000 francs pour prendre la moto et arriver à l'hôpital. L'homme ne sait pas donner à la femme l'argent dont elle a besoin pour arriver à la CPN, eh ben, elle reste à la maison. D'ailleurs, à propos de ça, il y a certaines femmes qui, faute de moyens, elles jugent bon d'accoucher à leur domicile. Quels sont les risques, docteur? C'est vraiment une pratique à décourager parce que c'est la mauvaise des choses. Accoucher à la maison, l'enfant n'est pas connu, on ne connaît pas son poids, on ne connaît pas dans quel état il est sorti. On ne connaît pas, ce sont des cas qui conduisent à des graves complications parce qu'on ne connaît pas la lame qu'on va utiliser pour sectionner les cordons. On peut utiliser du matériel non génétique, on peut utiliser les couteaux, de l'herbe. En brousse, on utilise même de l'herbe. Il y a des herbes qui sont tranchantes plutôt, qu'on utilise pour couper, sectionner les cordons. Ça peut endommager vraiment, ça peut infecter l'enfant, ça peut infecter la maman. C'est compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose à décourager. Vraiment à décourager, oui. Oh là là. Maintenant, docteur, c'est pourquoi je me dis qu'il faut toujours soutenir l'idée ou bien l'initiative de la gratuité des soins médicaux maternels. Oui. Soutenir cette initiative. Alors, quelle est la part ou la responsabilité de l'État congolais? La responsabilité de l'État congolais, elle est vraiment très grande. Elle est vraiment très grande. Elle doit commencer par l'information. Parce qu'il y a des choses qui se font sous l'effet de la désinformation. Alors, ça, l'État congolais doit peut-être donner à chaque chaîne un temps où elle doit parler de ça. Parce que ça prend de l'ampleur. On est à environ 19 000. Donc, l'année passée, le 8 mars, l'OMS a
a fait état de 19 000 décès pour une année. Alors c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est la population qui doit voter les gens, hein? Oui. C'est beaucoup. Alors, l'État congolais, sa responsabilité est grande, l'information d'abord, et puis l'assistance, l'assistance matérielle. Donc on doit équiper un peu les hôpitaux, on doit un peu subventionner les hôpitaux en médicaments, on doit aussi construire les banques de sang. Parce que la première cause de décès, c'est les hémorragies. On doit construire les banques de sang. Donc, une femme qui saigne, qui arrive dans un hôpital où on doit chercher le donneur. Vous voyez? Alors qu'une femme qui saigne, le sang, c'est comme aussi du médicament. Quand on arrive dans un hôpital, on doit trouver le médicament. Comme le sang, c'est un médicament aussi. Donc, au lieu qu'on commence à chercher, appeler ses frères, parce que la plupart des groupes, il y a aussi des groupes qui ne sont que dans la famille. Alors, au lieu qu'on commence à chercher des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, on doit avoir une banque où on trouve tous les groupes sanguins. Et là, on peut d'abord sauver la vie en attendant que les frères et sœurs viennent. Et moi, en fait, je n'ai jamais compris, hein, pourquoi dans des hôpitaux, généralement, on manque toujours le sang. Pourquoi il n'y a pas un banque de sang? Est-ce qu'il faut toujours attendre que le gouvernement fasse quelque chose? Je pense que ça pourrait être parmi les choses qui devraient être prioritaires dans certaines structures. Voilà. Les problèmes, c'est très complexe. Parce que quand on suit le maintien d'une banque de sang, l'État est là. Le sang doit se conserver à une certaine température. Mais il arrive qu'on n'a même pas du courant pour éclairer nos maisons. Et comment est-ce qu'on va garder le sang à une bonne température sans courant? C'est impossible. C'est impossible, ouais. Donc il faut réunir beaucoup de conditions. Oui, il y a beaucoup de conditions à réunir. Et il y a des poches qu'on doit bien garder. Il y a un personnel à former pour cela. Il y a beaucoup de choses, oui. Et surtout que l'État multiplie également les grandes structures, parce que généralement, quand il y a des problèmes, des complications comme ça, les petits centres ont tendance à ramener les patientes dans les grands hôpitaux, et parfois ça se trouve à distance, ils sont peu nombreux, mais en tout cas que l'État pense à ça, qu'il multiplie en tout cas les grandes structures sanitaires dans nos différentes villes, et je pense que c'est très important. Oui, oui, ça c'est vraiment très important, et surtout l'équipement. Si on arrivait à équiper les centres, par exemple à Kolosi, dans la ville d'Ekolosi, dans notre ville, il n'y a pas 3 banques, 4 banques de sang. Oui. Un endroit où on peut arriver, on peut venir des Kassoulou par exemple, venir des jolis sites, trouver du sang. Parce que le sang, c'est, comme on l'a dit là, c'est comme un médicament. On peut avoir un problème, on s'est dit, bon, au lieu qu'on amène la personne sur la moto, que l'on parte également carrément chercher du sang. Alors, on arrive à la banque de sang, on achète du sang, on vient et puis on donne à la femme. C'est aussi un médicament comme tous les médicaments. D'accord, docteur, un petit message de sensibilisation. Alors, je vais sensibiliser à toutes nos mamans de ne pas éviter de faire la CPN. La CPN est très importante. Et je vais demander à toutes nos mamans, toutes les femmes en âge de procréation, de connaître leur état, de se faire examiner. Je vais demander à tout celui qui voit ces règles disparaître, tout celui qui pense qu'il a conçu, alors, toutes celles plutôt qui pensent qu'elle a conçu, de passer directement dans un hôpital, se faire examiner, avoir vraiment un dossier. Cela permettra à ce que la vie soit sauvée un jour. D'accord. Docteur, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve déjà la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.